Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Une femme de défi. Elle adore relever à peu près tous les défis qui peuvent se présenter sur son chemin. Et vous la connaissez très bien, mesdames et messieurs. Maintenant, de la Fondation Dr Jacques Paradis, Madame Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bonsoir. Madame Plourde, vous êtes véritablement une femme de défi. Puis ça, là, on fait bien des farces ensemble. Nous autres, souvent, on se connaît depuis X années passées. On ne dira pas le nombre d'années parce que ça va, il va mettre un âge là-dessus, on veut pas. On va se garder une petite gêne. On va se garder une petite gêne, exactement. Mais est-ce que vous êtes une femme de défi? Ça serait dur de le cacher maintenant avec l'énoncé que vous venez de dire. Je crois que oui, effectivement. Je suis une femme de défi. Des défis. Vous n'êtes pas la femme pour... j'ai rien contre ça non plus, là. Mais vous n'êtes pas la femme qui va s'asseoir en arrière d'un bureau puis qui n'a pas de défi devant elle. Non, c'est pas vraiment mon genre. Il faut que ça bouge, il faut aller devant, il faut... c'est ça. Et parce relever des défis. Il faut faire attention aussi là, à ce que j'ai dit, parce que je n'ai rien contre les femmes qui sont assises en arrière de leur bureau puis qui travaillent, font un travail honnête. Je n'ai rien contre ça. Mais sauf qu'il y en a d'autres qui sont... Ils veulent aller plus au défi. D'accord. Et ce qui nous apporte à ce défi et relever le défi, ça nous prend des gens, comme vous venez de dire, qui sont assis devant le bureau. Oui, c'est ça. Ils nous sont d'une très grande aide. Oui, ça aussi, c'est véritablement très, très important. C'est pour ça que je veux bien mettre les points sur les i en disant que je n'ai rien contre les personnes. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui font leur travail. Ils le font très, très, très bien également. Mais sauf qu'il y a d'autres personnes aussi qui aiment aller un petit peu plus haut, tout simplement. Mais vous avez besoin de celles qui sont en arrière. Absolument. C'est essentiel. C'est pour ça que je voulais faire une mise au point pour pas me faire tirer des roches, même si c'est l'hiver. Hein? Mais je pense qu'on s'est bien expliqué. Oui. Fondation Dr Jacques Paradis, c'est un gros challenge pour vous? C'est un gros challenge. C'est une fondation hospitalière. Je connais les fondations hospitalières, mais à l'intérieur, on connaît le titre, mais à l'intérieur, c'est une autre chose. Je suis aussi une femme très, très, très curieuse, donc qui m'amène aussi à découvrir plein de choses. Et j'aimerais faire une petite historique, un bref historique. Oui, j'aimerais ça parce que c'était ma prochaine question, Madame Plourde. Si on expliquait, oui, brièvement, la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, la Fondation, elle a vu le jour le 19 mai 1987, donc c'était pas hier. Et pourquoi on l'a appelée Fondation Dr Jacques Paradis? C'est qu'à l'époque, Dr Jacques Paradis était le seul chirurgien qui était rattaché à l'hôpital Saint-François de la Sarre. Donc, on a pris le nom pour honorer ce professionnel-là. Donc, c'est vraiment une petite historique comme ça. Fait que ça existe bientôt depuis 23 ans. Et voilà. Et oui. Et pourquoi qu'il y a une fondation hospitalière? On y va. Donc, je pense que je vais vous laisser aller. Allez-y. Je suis habituée. Ben oui, c'est ça. Non, mais allez-y. Aucun problème avec ça. D'accord. Alors pourquoi? Ben c'est pour venir en aide dans l'acquisition d'équipements. Au centre hospitalier. Oui, ça c'est vrai, oui. Quand on parle d'équipement, on parle aussi de recrutement de professionnels, on parle de salles spécialisées, spécifiques. On pense à la salle Snowzelen à Macamic. Ici à Macamic, exactement. Les équipements spécialisés toujours être à la fine pointe de la technologie. Oui, c'est important ça aussi. Ainsi, pour éviter le déplacement des gens d'aller à l'extérieur, exactement. C'est ça. C'est un gros plus-value à une municipalité, à une communauté. Comment ça se fait maintenant? Bon, c'est la question que vous alliez me poser. C'était mon autre question. Hein? OK, allez-y. Donc, comment ça se fait? Bien, c'est sûr que si on parle d'achat, d'acquisition et tout ça, ça prend des sous. Oui. Une fondation hospitalière est toujours en campagne de financement. On ramasse des sous, toujours en lien avec le réseau de la santé et services sociaux des aurores boréales de l'Abitibi-Ouest. Oui, exactement, oui. Très important. Oui. Donc, c'est ça. On est en constance cueillette de dons sous toutes ses formes. Ça peut être des dons, des legs. Ça peut être aussi une contribution. Alors, c'est un peu comme ça le procédé. Là, vous allez... Parce que bientôt, en tout cas,
au cours de l'année 2010, il y aura sûrement une campagne de financement. Oui. Il est peut-être un peu trop tôt pour en parler ou bien non? Je reviendrai pour vous en parler. Ah oui, vous voulez oui, revenir? pourquoi pas? La porte est grande ouverte, le studio est grand, il n'y a aucun problème. Moi, si je vous demandais très brièvement, et je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais justement qu'en surface, qu'est-ce qui vous a amené à cette fondation-là? Laissez l'ouvrage que vous aviez avant, que vous faisiez un très bon travail également, soit dit, et je vous en félicite, puis vous en allez dans le secteur hospitalier, mais dans une branche qui est la Fondation Dr Jacques Paradis. Qu'est-ce qui vous a amené là? Ça n'a pas été facile, première des choses. Sûrement pas. Ça, je vous crois. On m'a contacté à 3 reprises. Okay. La première, j'avais dit non. La deuxième, j'ai réfléchi. Et la troisième, j'ai réfléchi plus sérieusement. Okay. Et on a parlé des enjeux et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose... la curiosité m'a apporté, mais aussi un grand défi à relever. Et toujours faire du bien dans tous les domaines, d'apporter quelque chose aux gens. Parce que vous avez beaucoup apporté aussi à l'endroit d'où vous venez. Vous avez, parce qu'on le sait, on a fait plusieurs émissions ensemble, vous avez apporté beaucoup. C'est sûr que vous allez leur manquer, c'est certain. Sauf que, comme je vous l'ai dit tantôt, vous êtes une femme de défis. Vous allez voir d'autres défis. Et celui-là, bien, c'est un gros défi. Madame Plourde, merci infiniment. Puis, vous reviendrez pour la campagne de financement, parce que c'est très important aussi. Alors, on va vous réinviter et on vous souhaite tout le succès possible dans votre nouvelle tâche à la Fondation Dr Jacques Paradis. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Madame Plourde. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez là. Est-ce que être agriculteur aujourd'hui est aussi difficile qu'on peut le laisser croire? On délaisse de plus en plus les fermes et ceux qui restent ne peuvent assurer leur continuité. Pour en parler, je reçois le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Régent Comeau. Bonsoir, M. Comeau. Bonsoir, M. Lacaze. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait longtemps que j'essaie d'avoir le président de l'UPA. Actuellement, il est près de chez nous. Alors, c'est pour ça que c'est un peu plus facile d'avoir ce président, sauf que les autres, il n'y a aucun problème. Il y avait une question de temps aussi. Puis, vous êtes débordé, comme on dit. Et puis, le temps n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir pris ce temps-là pour venir nous rencontrer, parce que l'agriculture, chez nous en particulier, est un domaine vital, est un domaine essentiel que l'on doit conserver, que l'on doit obligatoirement aider. Puis, Dieu possible, si l'aide est difficile à avoir. Est-ce que c'est vraiment aussi difficile que ça d'être agriculteur aujourd'hui, M. Comeau? Bon, pour commencer, je pense que je m'en vais vous donner quelques statistiques. Oui, allez-y. En région, à l'heure actuelle, il reste 710 fermes. OK. Depuis 1981, on a perdu 50 % de nos entreprises agricoles. Fait que c'est sûr que je pense que ça démontre que c'est pas facile, le métier d'agriculteur. Et puis, les productions qui sont présentes en région, à l'heure actuelle, c'est à 50 % de nos producteurs, c'est de la production bovine. Les autres productions, il y a la production laitière encore pour 140 entreprises, puis la production d'agneaux et moutons aussi pour une 50aine d'entreprises. Les autres entreprises se divisent finalement à la production céréalière qui est plus présente au Témiscamingue qu'en Abitibi. Par rapport au climat aussi. Par rapport au climat, oui. Exactement. Et puis, un peu de pommes de terre, un peu de petites productions qu'on pourrait appeler fruitières, les chèvres, etc. Ça fait que c'est ça. Puis, depuis quelques années, surtout depuis 2003, depuis l'année de la crise de vache folle, les revenus nets des producteurs ont chuté de façon drastique. Ici, dans la région, c'est de 64 % de baisse qui est arrivé. Puis, c'est surtout dû, au coût des intrants qui a augmenté de façon fulgurante depuis 2 ans surtout. Puis je pense qu'on peut mettre des chiffres là-dessus. Le carburant, les engrais chimiques, les aliments qu'on achète. C'est sûr. Les aliments qu'on achète pour les animaux, exactement. Ça a augmenté ça dans l'entour de 40 %. Et mon Dieu. Et puis, vos revenus n'ont pas augmenté de 40 %. Nos revenus n'ont pas augmenté.
Puis ça, ces éléments-là, on se sert de ça pour à peu près 40 de nos dépenses. Fait que, tu sais, ça fait que ça a débalancé les budgets, une affaire terrible. Okay. Puis exactement, les revenus n'ont pas augmenté. Puis là aussi, on a encore des chiffres là-dessus. Depuis 81, de 81 à 2003, les statistiques nous le démontrent, nous le disent clairement que le prix du bœuf a augmenté au niveau, dans les tablettes d'épicerie, de 5 piastres à 67 le kilo, alors que les producteurs il y a eu une augmentation de 14 cents du kilo. Fait qu'on voit une différence là aussi. Puis au niveau de la production laitière, le prix, ces tablettes, ça a augmenté de 110 %, puis aux producteurs, ça a augmenté de 44 %. Fait que, oui, OK. OK. Puis je pense que, écoute, on peut aussi... Pourquoi? Regarde, je pense que la mondialisation n'a pas vraiment aidé la production agricole. Moi, là, si je vous posais la question, est-ce que c'est mieux aujourd'hui d'avoir une ferme bovine ou une ferme laitière? Ben, écoutez... Ce serait quoi votre réponse? Comme vous, chez vous, c'est quoi? Moi, chez nous, c'est une ferme laitière. OK. Moi, chez nous, regarde, c'est une ferme laitière qui est en opération. Je suis la 3e génération qui est sur la ferme. Mm-hmm. On a toujours fait de la production laitière, puis ça a resté ferme laitière par goût. Je pense que les producteurs, écoutez, beaucoup se sont enlignés avec les goûts qu'il y avait de certaines productions. Okay. Je pense que c'est la première chose. Mais est-ce que c'est plus d'ouvrage, une ferme laitière, qu'une ferme bovine? Parce qu'une ferme laitière, c'est sûr que le lait, c'est à tous les jours. Exact. Tandis qu'une ferme bovine, ce n'est pas ça. Ben, une ferme bovine, les animaux, il faut qu'ils mangent tous les jours aussi. C'est ça. Okay. Fait que, tu sais, finalement, je pense que l'ouvrage est changé. Un revient à l'autre. Un revient à l'autre. Tu sais, puis à l'heure actuelle, je pense que c'est bien correct, il faut respecter ça. C'est des choix que les producteurs ont fait de s'en aller dans une production ou dans un autre. Okay. Puis, tu sais, l'avenir, on ne sait jamais ce que ça nous réserve. Tu sais, il y a 15 ans, une quinzaine d'années, tu sais, avant que les marges se resserrent de plus en plus, nos producteurs, ils étaient capables. Tu sais, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ça dégageait des meilleures marges. Fait que ça faisait en sorte, tu sais, que... puis aussi les programmes d'assurance, stabilisation, les programmes qu'on avait mis en place avec le gouvernement répondaient mieux aux besoins des producteurs. Ça a fait en sorte, tu sais, que nous autres, en région, les productions comme le bovin, puis le mouton, puis la céréale, se sont quand même bien développé. Sans aller dans les détails, M. Comeau, mais au point de vue pécunier, est-ce que la ferme bovine est mieux que la ferme laitière ou vice-versa? Au point de vue de revenus. Ou si, encore là, ça... de ces années-ci, là, écoutez un petit peu, faut être bien franc, là. Les productions qui ne sont pas sous gestion de l'offre, les productions, justement, à laquelle je pense que 85 % de nos entreprises sont rattachées. Là. Les entreprises sous régime ASRA ont plus de difficultés ces années-ci que les productions sous gestion de l'offre. Okay. Justement parce que les productions sous gestion de l'offre ont réussi quand même avec la façon dont les coûts de production sont calculés, ont réussi plus facilement à moins perdre d'argent, puis à en faire un petit peu plus. Tandis que les productions sous régime ASRA ces années-ci, avec les enveloppes, tu sais, avec les déficits qui s'est accumulés justement parce que le marché ne répond pas, là, c'est finalement nos programmes de sécurité du revenu qui sont obligés de pallier à ça. Okay. Ça fait en sorte que... Puis la difficulté aussi, le gouvernement, écoutez, il serre la vis, lui aussi, là. Ça fait que dans ces programmes-là, on a plus de difficultés à aller chercher ce qui nous revient qu'on avait précédemment. Ça fait que c'est sûr que les productions sous régime ASRA ont plus de difficultés ces années-ci que les productions sous gestion de l'offre. Monsieur Comeau, expliquez-moi une chose. Moi, là, j'aimerais ça que vous nous définissiez la financière agricole. Qu'est-ce que la financière agricole et quel est le rôle de la financière agricole? On en entend beaucoup parler, mais sans savoir si on n'est pas dans le domaine agricole, on a de la misère un peu à savoir c'est quoi. Bon, en l'année 2000, le gouvernement du Québec, écoute, avec l'accord de l'UPA, ont formé cette organisation-là qui s'appelle la financière agricole, puis ils ont donné un mandat. Le mandat qu'elle a eu, c'est de gérer les programmes d'assurance, stabilisation, les programmes de sécurité du revenu puis les programmes d'assurance agricole. C'est ces principaux mandats que la financière a eus, puis avec des enveloppes prédéterminées
pour justement répondre à ces besoins-là. Puis, à cette époque, en 2000, c'était une entente de 7 ans. En 2001, c'était une entente de 7 ans avec une enveloppe de 305 millions par année. Puis, à ce moment-là, ça répondait aux besoins. Mais tu sais, comme on disait tantôt, compte tenu qu'on n'a pas toujours prédit ce qui se passe dans le futur, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu aussi des éléments un petit peu incontrôlables, comme la crise de la vache folle, comme l'augmentation du coût des intrants, ce qui a fait que finalement, l'enveloppe de 305 millions, elle ne suffisait plus, surtout depuis les 3-4 dernières années. Fait que là, à ce moment-là, le gouvernement a quand même remis de l'argent. La financière, finalement, il s'est créé un déficit. Puis ce déficit-là, à l'heure actuelle, écoute, il est de l'ordre de 1,03 milliard. C'est ça. Il s'est justement fait ce déficit-là en lien avec les difficultés que le monde agricole a connues. Fait que là, par exemple, ça, c'est ce qui s'est passé. Puis le renouvellement de cette entente-là était censé avoir lieu en 2008. Ça a été retardé d'1 an. Puis là, à l'heure actuelle, cette entente-là vient d'être renouvelée, mais c'est même pas une entente, c'est un décret que le gouvernement du Québec a mis en place. Fait qu'à travers ce décret-là, il y a l'enveloppe qui a été retenue par le gouvernement, c'était une enveloppe de 650 millions par année sur une base de 5 ans. Et puis, le gouvernement s'est engagé, par contre, d'éponger le déficit de 1,03 milliard. Oui, ils vont l'envoyer sur la dette à ce moment-là. Exactement. Monsieur Comeau, dans un communiqué de presse du 20 novembre dernier que j'ai ici, justement, il y avait un article qui disait « La réforme de la financière agricole, un cadeau empoisonné ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Du 650 millions qu'on avait demandé, il y en a 30 millions qui étaient retenus pour aider à éponger le service de la dette. Puis il y a aussi au niveau des modulations. Parce que on sait que 620 millions, il y a 600 millions en réalité, c'est ça. Dans les 650 millions, il y a 30 millions qui est retenu pour aider à éponger le service de la dette. Puis un autre 20 millions qui est retourné au MAPAC pour aider pour en réalité répondre à des besoins plus spécifiques. Fait qu'il reste 600 millions pour les programmes d'aide les programmes de sécurité du revenu. Fait que c'est ça qui nous agace. Puis en même temps, c'est un décret aussi. Écoutez, un décret, c'est non négociable. Ah non, absolument pas. Un décret, c'est ça. C'est ça, point à la ligne. On n'en parle même pas. Exactement. Fait que tu sais, ce mot-là, on s'en attendait pas. On s'attendait toujours à une entente. À une entente. Mais là, c'est un décret. Puis, exactement. Là, c'est un décret. Puis, on vous impose ça, point. Point à la ligne. Par contre, c'est sûr que il y a des modulations, le bout est un petit peu plus intéressant, il y a des modulations qui peuvent être apportées pour des régions et pour certaines productions. Puis ça reste encore à définir au moment où on se parle. Là. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Oh, il y a encore des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça que vous dites que c'est un cadeau empoisonné. Un peu, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas clair, puis ça va... Parce qu'on vous a imposé des choses. Exactement. Le décret, c'était une imposition. C'est ça. Puis, vous auriez aimé peut-être discuter... On aurait aimé... À l'intérieur d'une entente, mais par contre, là, il n'y a pas de discussion, c'est non négociable, c'est un décret et c'est ça. C'est ça. Alors, à ce moment-là, quand on parle du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, là, l'ASRA, ça va englober plus de production. Oui. Ça veut dire quoi? Bon, ça, il y avait des productions qui n'étaient pas admissibles à l'ASRA. Il y avait des productions admissibles qui sont le bovin, l'agneau, les céréales, le porc. J'en oublie probablement, là, mais globalement, c'était surtout ces principales productions-là qui étaient admissibles à l'ASRA. Le gouvernement a ouvert la porte. Ça, c'était une de nos demandes, par exemple. Il a ouvert la porte à toutes les productions. Okay. Dans un ordre moins grand, là, mais quand même, ça c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Par contre, c'est que on sait qu'avec l'enveloppe de 600 millions, ça répondra pas à tous les besoins. Bon, exactement. Fait que là, c'est pour ça là, que je veux en venir, moi, à ce que vous dites, vous autres, on parle de l'UPA à ce moment-là. Ce que vous dites, c'est que 130 des 650 millions ne seront pas accessibles aux producteurs. Bon. Pourquoi? Exactement.
Puis ça, c'est en train de se définir, puis c'est en train de se clarifier, puis c'est en train de se négocier, ce bout-là. Là. Okay. Parce qu'à travers les modulations qui vont être permises, on va probablement venir... Ça, au premier coup d'œil, là, rapide, on n'avait pas cette réponse-là. Là. Mais là, aujourd'hui, là, ce qu'on voit, c'est que dans ce 130 millions-là, à travers les modulations qu'il peut y avoir dans l'enveloppe, puis dans le programme, on va probablement venir à bout d'aller chercher. Puis ça, c'est un des objectifs ultimes qu'il faut atteindre. Quand on dit ici que pour les producteurs de miel, de cerf et autres productions marginales, ils vont pouvoir en bénéficier, mais 85% des fermes qui profitent actuellement de l'ASRA, ce qui est l'assurance à stabilisation des revenus agricoles, eux autres, ils vont manger de la misère, comme vous dites si bien. C'est quoi exactement? Bien, dépendamment des modulations qu'il va y avoir durant l'entente, c'est sûr que ça va être plus difficile qu'il y avait, parce que les années qui ont précédé, là, c'est 730 millions ou à peu près que ça coûtait, ces programmes de sécurité du revenu. Okay. Fait que c'est un petit peu ça qui fait qu'à quelque part, on a de la difficulté. Pourquoi qu'on dit que les fermes bovines, les fermes ovines et céréalières perdent de 30 à 35 de leurs revenus? C'est immense, 35 ouais. Ça, c'est si justement les modulations ne sont... Ils ne sont pas négociés, je veux dire. Oui, exactement. Là, ils ne sont pas changés. Oui, c'est ça. OK. Ça, on a une ouverture là-dessus, là. Puis ça, ces chiffres-là, là, il y a une ouverture là-dessus, puis c'est sûr que dans les prochaines semaines, prochains mois, on travaille là-dessus. Là. Okay. Mais ça, c'est suite là, à une étude qui avait été commandée par l'UPA, qui a été faite par des consultants, qui s'appelle Éco-Ressources. Eux autres, ils ont ressorti l'importance de l'agriculture au Québec et dans les régions. Puis un des éléments, finalement, qui nous disait que qu'en région, il y aurait des pertes de cet ordre-là, c'est que justement, c'est si le décret est appliqué tel quel. Puis, dans cette étude-là aussi, là, qui est très, très intéressante, c'est que l'agriculture, pour le gouvernement du Québec, c'est pas une dépense, c'est un investissement, dans le sens que le gouvernement en retire une affaire de 2 milliards en taxes, en impôts et en retombées de tout ça. Et quand vous dites que pour le gouvernement, c'est un investissement, c'est vrai. Exactement. Est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il fait de l'investissement sur les terres agricoles? Parce que ça va générer des retombées de 1 à 2 milliards. Ça... Moi, écoute, le gouvernement nous a annoncé au congrès de l'UPA au mois de décembre une nouvelle politique agricole qu'il veut mettre en place en 2010. Donc, on est là. On est là. OK. Écoute, ça. Puis nous autres, on lui a présenté aussi dans cette nouvelle politique agricole-là ce qu'on s'attend du gouvernement. Et puis, là, moi, je me dis que si le gouvernement est prêt à mettre une nouvelle politique agricole, il doit reconnaître l'importance de l'agriculture. Puis il reconnaît aussi, je pense, la difficulté que le monde agricole a ces années-ci. Mais est-ce que vous sentez que le gouvernement reconnaît vos difficultés? Parce que les chiffres sont là. Les agriculteurs, on parle au Québec en général, les agriculteurs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et quand on parle qu'il y a 40-50 des fermes qui ne sont plus rentables et qui ferment, c'est rendu sérieux. Est-ce que le gouvernement est sensibilisé à ça au moment où l'on se parle? Au moment où l'on se parle, de par les programmes de sécurité du revenu qui sont en place, écoute, on n'est pas convaincu parce que il a diminué son montant d'argent. Par contre, et on sent, écoute, là, puis on sent qu'il veut mettre en place quelque chose de plus intéressant. Puis nous autres, les propositions qu'on lui a faites dans ce sens-là, écoute, je pense qu'on a été proactifs. On a dit au gouvernement, nous autres, on voulait avoir une politique agricole avec 4 axes dedans. Premier axe, autonomie alimentaire. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a 65 des produits qui sont consommés par le monde, par les consommateurs qui viennent de l'extérieur. On pense qu'il y a de la place à avoir plus d'autonomie là-dedans. Des produits santé aussi. On sait qu'à l'heure actuelle, on produit des aliments de haute qualité. On a des normes qui sont quand même assez sévères puis à laquelle finalement on adhère parce qu'on sait, on est conscient de ça. Fait qu'on veut continuer à avoir des aliments sains, de haute qualité.
Le troisième axe aussi, on parle beaucoup d'environnement. On veut continuer à faire de l'agriculture dans un environnement qui est sain. On a contribué aussi depuis quand même plusieurs années à travailler dans ce sens-là. Puis on sait que le panier d'épicerie aussi, quand il arrive sur la table du consommateur, il y a autour de 2000 km de parcouru, tu sais, aliment par aliment. Je pense qu'il a sorti bien des... Puis le quatrième axe, qui est bien important aussi pour le monde agricole, puis qu'il pourrait reconnaître, c'est l'équité. Tu sais, quelque part, là, on sait que c'est la difficulté que le monde agricole a. Et puis, ce qu'on réclame depuis un bon bout, c'est d'avoir, justement, dans la filière, un meilleur partage des marges. Ça fait que c'est un petit peu ce qu'on a proposé au gouvernement. Puis on l'a remis au ministre de l'Agriculture au congrès provincial. Puis, écoute, on est prêt à travailler avec eux autres dans ce sens-là. En terminant, M. Comeau, quels seront les plus gros défis de l'UPA en 2010? Et comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue? Exactement. Je pense que la nouvelle politique agricole que je viens de vous parler, c'est un élément qui est très essentiel pour l'agriculture régionale et aussi pour l'agriculture du Québec. Les autres éléments, on en a encore quelques principaux. Dans, justement, le décret que le gouvernement a mis en place, nous autres, on est une région, finalement, on est une région qui est jeune, on est une région où il y a une masse critique d'entreprises à conserver. Il en reste 700, puis on ne peut plus se permettre d'en perdre parce qu'on perd des services aussi à laquelle, tu sais, on travaille. Ça fait que ça, les modulations dans l'entente avec la financière, écoute, on va travailler fort pour aller en chercher. Il y a aussi des mesures régionales, un programme régional qu'on a demandé au gouvernement du Québec. Ça fait 1 an qu'on l'a déposé. C'est un aide provisoire d'un montant de 8 millions qu'on veut justement aller chercher. On a eu aussi régionalement une... C'est tout le temps, M. Comeau. On aurait pu en parler encore très longtemps. Exactement. De toute façon, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés sur le monde agricole. Puis on voit qu'il y a une grosse année aussi au point de vue de l'UPA en 2010. Et on va vous réinviter, M. Comeau, pour suivre ce dossier-là parce que c'est tellement important, l'agriculture. Très important. Je vous remercie beaucoup, M. Comeau. Merci bien. Ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.